Deuxième chose, on sait que je suis entièrement autofinancé, donc entièrement libre, contrairement à eux. Un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après, il faut savoir qui est le macro derrière. Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour votre entretien de rentrée, mais d'abord, dites-nous comment s'est passé votre été. Mon été s'est passé comme les autres saisons, parce que moi, n'étant pas salarié, je n'ai pas ce rythme année de travail et puis congé payé. Donc en fait, la seule différence pour moi, c'est comme il faisait chaud, au lieu de m'entraîner à la boxe, je suis passé à la natation. Hein. Voilà, c'est tout. Je vois que vous avez été récompensé d'une quenelle d'or également, vous l'avez amené? Oui, alors ça remonte à la dernière soirée, cérémonie des quenelles. Donc ça m'a été remis par Dieudonné. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est la quenelle la plus chère de l'histoire. Parce qu'effectivement, cette quenelle m'a coûté 30 021 € de condamnation, vous le savez, pour la fameuse quenelle de Berlin. Alors j'en profite pour la montrer et remercier à nouveau Dieudonné de sa solidarité et rappeler que la force du combat qu'on représente est beaucoup liée à notre union indéfectible entre Dieudonné, qui est un comique d'origine libertaire et métisse, et moi, qui suis, on va dire, plus un écrivain intellectuel nationaliste de souche. Et que tout le système a toujours essayé de nous séparer, hein, sachant que si on est séparé, on est beaucoup moins fort. Hein. Et le système a essayé de nous séparer de l'extérieur, hein, en nous tapant dessus systématiquement, et aussi de manière plus perverse de l'intérieur, en faisant, en retournant, en faisant tapiner, je dirais, des imbéciles et des traîtres de l'ex-dissidence. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Donc j'en profite pour saluer à nouveau Dieudonné et rappeler à tous ceux qui en sont fort maris que nous restons unis comme les deux doigts de la main. Voilà. Merci Diodo. Oui, alors, déjà, ça, c'est un autre canapé, vous voyez. Donc, je précise que, on avait mis ce canapé aux enchères au prix de vente Ikea, qui était de 150 €, et que quelqu'un a eu la générosité de surenchérir jusqu'à 2600 €. Donc, je le remercie, sans citer son nom, parce qu'il n'en a peut-être pas vraiment envie. Je rappelle aussi que cet argent est allé à Égalité et Réconciliation par mois, hein, pour ceux qui font systématiquement l'amalgame entre ce que génère comme argent notre organisation et ce que je pourrais gagner moi personnellement. C'est pas du tout la même chose, hein, mais il y a des gens qui s'amusent à confondre les deux. Donc je remercie cette personne, et effectivement qu'il y a quelque chose de symbolique que quelqu'un ait acheté comme une relique ce canapé qui est quand même qui sera plus tard peut-être le symbole d'une certaine résistance. C'est plutôt rassurant et plaisant. Voilà. Et puis ça nous a permis d'acheter ce canapé plus grand et plus confortable, hein, qui est pas tout à fait du même rouge. Voici les nouveaux outils offerts à nos services de renseignement, comme les très contestées boîtes noires pour un filtrage automatisé des réseaux télécoms. Des moyens validés par le Conseil constitutionnel. Les agents pourront donc procéder à des interceptions dites de sécurité, écouter les conversations, lire les SMS et les mails, et même espionner ce que tape un suspect sur son clavier. Ils pourront aussi s'introduire dans des domiciles privés pour y installer micros et caméras, ou poser des mouchards sur des véhicules pour les géolocaliser en temps réel. Le contrôle de cette nouvelle surveillance sera confié à une commission de contrôle des techniques de renseignement, une autorité indépendante qui donnera son avis avant toute opération de surveillance ciblée. Moi, ce que je constate, c'est qu'au nom de cette loi sécurité, j'ai déjà subi la semaine dernière une convocation à la police pour des échanges privés sur Facebook qui me valent d'être envoyés d'être interrogé par la police sur signalement justement de ce groupe qui a été créé suite à la loi, de ce groupe de policiers qui a été créé suite à la loi renseignement. Ce qui veut bien dire aujourd'hui que cette loi renseignement qui est censée soi-disant lutter contre le djihadisme. C'est un projet de loi annoncé juste après les attentats de janvier que Manuel Valls est venu présenter et défendre à la sortie du Conseil des ministres. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée
concernera les communications des seuls terroristes. Cette pseudo-loi contre le djihadisme, en fait, a pour effet immédiat, et on l'avait annoncé, de museler un peu plus les gens de la dissidence. Et on en arrive donc en France au niveau, je dirais, de choses qu'on avait montré du doigt, nous, une démocratie avancée, c'est-à-dire la Stasi, ou l'époque des procès de Moscou de Staline. C'est-à-dire que on viole vos échanges privés, où je me permets par exemple de m'amuser, d'ironiser, d'être dans l'esprit Charlie, mais dans l'esprit Charlie tous azimuts, et ça me vaut convocation à la police, c'est-à-dire signalement et plainte du parquet derrière, hein, c'est-à-dire ça termine par un procès. C'est assez proche, ça, toute proportion gardée, de la façon dont finalement un type comme Solzhenitsyn s'est retrouvé au goulag, tout simplement parce que pendant la guerre et à l'époque de la défaite russe face à l'Allemagne, dans une correspondance privée, il rendait Staline responsable de la défaite russe en critiquant sa stratégie militaire. Ça lui a valu le goulag, vous voyez. On est aujourd'hui exactement dans cette configuration, c'est-à-dire une police qui fouille dans votre vie privée pour vous persécuter, au nom, tout ça, soi-disant, de la protection des citoyens, alors que c'est exactement l'inverse, hein, c'est les mettre entièrement sous surveillance pour les museler dans une période de colère qui monte contre un pouvoir de plus en plus illégitime, hein. Je suis, moi, et Dieudonné aussi d'ailleurs et quelques autres, le baromètre, effectivement, de cette montée de ce qu'on doit appeler tout simplement une dictature policière. Hein. Oui, alors là, comme je subis un harcèlement judiciaire de plus en plus violent, on voit qu'il y a une vraiment stratégie de mise à mort économique, de harcèlement et d'épuisement par des procès qui se multiplient. Souvent des gens qui déposent plainte à répétition, les mêmes, hein, notamment le fameux comique Aziza. Tu veux que je te casse ton truc? Non. Et on s'est rendu compte en épluchant des pièces, parce que j'essaie de renforcer ma défense en cooptant, vous le verrez bientôt, notamment un nouvel avocat très, très performant, qui est Maître Viguier. On se rend compte aussi, grâce à l'aide d'autres comme Maître d'Angléan, qu'aujourd'hui, la justice française n'hésite pas à produire des faux, hein, carrément des faux. Par exemple, en faisant croire que sur un constat de police, effectivement, que je suis le directeur de publication du site, alors qu'il y a marqué un autre nom sur la pièce tamponnée, donc c'est un mensonge. Et notamment, ce qui est plus grave encore, on a par exemple été débouté de l'appel du procès sur les livres qui nous ont interdits de façon très très incroyable en référé. On n'a pas pu aller en appel sur ce procès en référé. On en a été débouté de manière totalement illégale, hein, en prétendant que les papiers n'étaient pas, il manquait des trucs marqués dessus, alors qu'on les a fait faire par un avoué, et qu'en plus on n'est pas les gens qui attaquons, sous prétexte que je n'étais pas identifiable, un truc comme ça. On a vérifié la jurisprudence, c'est totalement illégal. C'est simplement que comme on avait gagné au fond sur cette question, on était sûr de gagner en appel, en référé. Et pour pas que la partie adverse perde, et la partie adverse c'est toujours les mêmes, le tribunal a rendu un faux jugement, c'est-à-dire nous a empêchés, sous un prétexte fallacieux, d'aller en appel. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Et normalement, on va créer une nouvelle rubrique sur le site qui va montrer effectivement qu'aujourd'hui, la justice française aux ordres produit carrément des faux. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment mener frontalement, et pas seulement défensivement, mais frontalement le combat judiciaire, en montrant effectivement que la démocratie telle qu'on nous la présente, c'est la séparation du pouvoir, hein, c'est Montesquieu, c'est-à-dire c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la justice, notamment sous Taubira, est entièrement soumise aux politiques et se sert donc de ce qu'elle est, de l'institution qu'elle est, pour martyriser, comment dirais-je, martyriser politiquement, économiquement et policièrement des gens qui ont été désignés comme ennemis par le pouvoir. Monsieur Soral, notamment, qui a inspiré l'extrême droite. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre. Et le pouvoir, pas le pouvoir légitime du peuple, hein. Le CRIF et son relais qui est Monsieur Valls, hein, voilà. Avec effectivement la complicité de Madame Taubira. Je fais par exemple une petite remarque incidente.
Je suis en procès contre les étudiants juifs de France. On le sait bien, quand il y a quelques semaines, la cellule islamiste terroriste qui a été arrêtée, leur lieu d'inspiration, leur lieu de connaissance, c'était Internet. Et c'était notamment en utilisant Twitter, c'était notamment en allant sur des comptes de personnalités telles que Alain Soral ou Dieudonné qu'ils ont puisé leur haine. Je suis en procès contre les étudiants juifs de France, que j'attaque d'un côté et qui sont partie civile dans plusieurs de mes procès. Et au moment où je suis en procès avec eux, Madame Taubira se rend à leur fête anniversaire et fait des photos bras dessous avec eux. C'est-à-dire que là, on est totalement dans la collusion. Hein. Un garde ou une garde des Sceaux se doit de garder une certaine indépendance. Alors là, il y a vraiment affiché par les médias une collusion, et plus qu'une collusion, une soumission évidente, affichée et assumée. Voilà. Et le président de la République a décidé de faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale pour cette année 2015. J'ai l'impression que maintenant, n'importe quel intellectuel ou pseudo-intellectuel qui avait fait preuve d'une certaine indépendance d'esprit à une époque, donc qui avait été un peu taquin sur la domination sioniste ou sur la religion de la Shoah, doit aujourd'hui se faire pardonner en me crachant à la gueule. Un peu comme quand Ciné, qui s'était fait attraper dans Charlie Hebdo, avait eu l'inélégance de s'en prendre à Dieudonné en disant « c'est pas moi l'antisémite, c'est Dieudonné ». Dieudonné, c'est ordure. Dieudonné est antisémite, oui, en effet, je suis d'accord. Je n'ai rien à voir avec Dieudonné, je vous signale. Hein. Comme le type qui se fait arrêter et qui balance en disant si je vous en donne d'autres, vous me laissez repartir, vous voyez. Et j'ai remarqué ça aussi avec Boniface, vous voyez, qui en même temps est persécuté par le tout-puissant lobbysionniste. Je me rappelle qu'à l'époque, il venait nous voir au théâtre de la Main d'Or en pleurnichant parce qu'il avait été victime de la persécution et de la trahison de Strauss-Kahn. Dans une lettre au premier secrétaire François Hollande datée du 2 juillet 2003, Pascal Boniface affirme que priorité est donnée à ceux qui, au PS, ont une lecture ethnique du conflit israélo-palestinien. C'est le retour en force du communautarisme au sein du PS, poursuit-il, s'estimant diabolisé par certains amis d'Israël. Premier visé, Dominique Strauss-Kahn, qui a participé le 22 juin aux 12 heures pour l'amitié France-Israël, organisée par les institutions juives. Au moment où je suis attaqué violemment par l'extrême droite juive, voir des SK me jeter en pâture à une foule hostile. Et me traiter de misérable et consternant. Il s'était fait persécuter. Et en fait, il s'est soumis à moitié puisqu'il a accepté de coopter Jean-Yves Camus, converti au judaïsme et agent sioniste notoire dans son truc qui s'appelle l'Iris. Mais en même temps, il croit pouvoir mener un combat contre ce tout-puissant lobbysionniste tout en crachant la gueule des mecs comme moi. Vous pouvez pas dire qu'un journaliste comme Aziza, même si vous n'êtes pas d'accord notamment sur Israël entre vous, c'est la même chose qu'Alain Soral. Non, c'est pas la même chose, c'est l'autre face. C'est l'autre face de la même pièce, puisque Alain Soral a attaqué de façon scandaleuse Aziza, avec des arguments purement antisémites, donc du coup Aziza est devenu effectivement intouchable, mais maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec Aziza, on est Alain Soral. Si quelqu'un ne se lève pas dans le métro pour laisser sa place, c'est Alain Soral. S'il pleut, c'est la cause d'Alain Soral. Et donc, dès qu'on n'est pas d'accord, il vous traite de soralien de façon compulsive. Ouais, et moi, j'ai pas envie d'être assimilé à Alain Soral. Et ça, je trouve que c'est une stratégie très stupide. Hein. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de demi-combattant et il n'y a pas de demi-opposant au lobbysionniste. Si vous vous opposez au lobbysionniste même un peu, il finit par vous diaboliser de la même façon et à vous virer de la même façon. Et de mener un demi-combat contre vous conduit au déshonneur et à l'inefficacité. Écoutez, on s'est allié avec Staline pour se débarrasser d'Adolf Hitler. On s'est bien allié avec Staline, qui n'était pas non plus un enfant de 2 ans ni un enfant de cœur. Tout à fait, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec le diable à un certain moment. Oui, mais contre qui? Là, on s'allie pas contre Saddam. Là, on s'allie contre Bush et contre les Anglais, contre Blair. Les gens qui veulent diriger le monde. Mais non, mais enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe. Soral, le forisson du net. Les raisons pour lesquelles Ardisson ne m'invitera plus, c'est notamment ma pensée, et que sur cette pensée-là, Ardisson a été mon maître. Hein, je veux dire, c'est un type qui était fier d'exhiber à l'époque, dans sa bibliothèque du 2e étage, les annales révisionnistes dont il avait l'intégralité. Je pense que la stratégie du petit malin qui consiste à faire le travail qu'à moitié en pensant qu'il ne sera pas chopé,
est totalement moralement critiquable et stratégiquement stupide. Et ça se vérifie systématiquement. Pourquoi Alain Soral vous a-t-il invité à son université? Oui, c'est vrai, en il m'a 2008, invité, ça s'est mal passé Alain ensuite. Soral, ancien membre du comité central du Front National. C'est un écorché vif, Soral, et c'est quelqu'un qui, ne pouvant plus draguer à